Le hurlement du vent glacé traverse les fjords norvégiens. Un enfant de 7 ans se réveille avant l'aube, les pieds nus sur le sol gelé de la longue maison familiale. Son père le secoue sans ménagement. Pas de mots doux, pas de tendresse excessive. La vie d'un futur guerrier viking commence ainsi, dans le froid mordant d'une matinée scandinave, où la température descend jusqu'à moins 20 degrés. Le garçon enfile rapidement ses vêtements de laine grossière et sort dans l'obscurité. C'est le début d'un chemin qui transformera ce jeune enfant en l'un des combattants les plus redoutés de l'Europe médiévale. Devenir un guerrier viking n'était jamais une décision qu'on prenait à l'âge adulte. Cette transformation commençait dès les premières années de vie et s'inscrivait dans chaque geste, chaque apprentissage, chaque épreuve traversée. Les Vikings ne connaissaient pas les écoles formelles ni les académies militaires. Leur méthode d'entraînement était ancrée dans la survie quotidienne, passionnée par un environnement hostile qui ne pardonnait aucune faiblesse. Les hivers scandinaves duraient 6 mois par an. Les tempêtes balayaient régulièrement les côtes et la mer du Nord exigeait un tribut constant en vies humaines. Dans ce contexte brutal, seuls les plus forts, les plus adaptés et les plus déterminés survivaient pour raconter leurs exploits. Les récits historiques et les sagas nordiques nous révèlent un système de formation guerrière d'une efficacité redoutable. Contrairement aux chevaliers médiévaux qui s'entraînaient dans des cours princières sous la supervision de maîtres d'armes, les jeunes vikings apprenaient directement au cœur de la vie quotidienne. Chaque tâche agricole, chaque expédition de pêche, chaque construction de bateaux devenait une occasion de forger le corps et l'esprit. Cette approche produisait des hommes capables d'endurer des épreuves physiques extraordinaires, de naviguer pendant des semaines sur des mers déchaînées et de combattre avec une férocité qui terrorisait leurs adversaires. L'enfant viking ne connaissait pas la notion de repos prolongé. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, les garçons accompagnaient leur père dans les champs pour labourer la terre durcie par le gel. Pousser une charrue dans un sol scandinave gelé pendant des heures développait une force de jambes phénoménale. Les muscles des cuisses et des mollets se sculptaient naturellement, préparant le jeune garçon aux longues marches en terrain accidenté qu'il devrait effectuer pendant les raids. Les historiens estiment qu'un jeune viking parcourait en moyenne 15 à 20 km par jour dans ses activités quotidiennes, souvent en portant des charges lourdes. Le soulèvement de pierres constituait un élément central de l'entraînement viking. Dans toute la Scandinavie, on trouve encore aujourd'hui ces grosses pierres que les communautés utilisaient comme test de force. En Irlande, 3 pierres célèbres servaient de critères de sélection pour rejoindre les équipages de pêche. La plus légère pesait 140 kg, la moyenne 180 et la plus lourde atteignait 240 kg. Un homme devait au minimum soulever la pierre la plus légère pour être considéré capable de travailler sur un bateau. Cette tradition se retrouvait dans toute l'Écosse et la Scandinavie, témoignant de l'importance accordée à la force brute dans la culture viking. Les pierres n'étaient qu'un début. Les jeunes vikings devaient également transporter des troncs d'arbres sur de longues distances pour la construction des navires et des maisons. Un tronc de chêne ou de pin pouvait facilement peser plusieurs centaines de kilogrammes. Les garçons travaillaient en équipe, apprenant simultanément la coopération et développant une puissance extraordinaire dans le dos, les épaules et les bras. Ces exercices n'étaient pas optionnels. La survie de la famille et de la communauté en dépendait directement. La natation représentait une compétence vitale, enseignée dès le plus jeune âge. Les Vikings passaient une partie considérable de leur vie entourée d'eau, que ce soit dans les fjords, les rivières ou en haute mer. Un enfant viking apprenait à nager vers l'âge de 4 ou 5 ans, souvent jeté directement dans l'eau froide des rivières. Cette méthode brutale mais efficace garantissait que seuls ceux qui développaient rapidement leurs capacités survivaient. Les sources historiques mentionnent des Vikings capables de nager plusieurs kilomètres en mer, même en armure légère. Cette compétence sauvait régulièrement des vies lors des naufrages fréquents qui accompagnaient les expéditions maritimes. L'aviron constituait peut-être l'exercice le plus fondamental pour forger le corps d'un guerrier viking. Les longships scandinaves mesuraient entre 20 et 30 mètres de long et nécessitaient des équipages de 30 à 60 rameurs. Ramer pendant des heures, parfois des jours entiers, lorsque le vent faisait défaut, développait une musculature dorsale et des épaules massives. Le mouvement répétitif de traction créait également une endurance cardiovasculaire exceptionnelle. Un jeune homme qui ramait régulièrement dès l'adolescence développait naturellement la force nécessaire pour manier une hache de guerre ou balancer une épée pendant de longues batailles. Les Vikings incorporaient également la course à pied dans leur routine quotidienne.
Courir sur les terrains montagneux de Scandinavie, avec leurs pentes abruptes et leurs surfaces inégales, renforçait les chevilles et améliorait l'équilibre. Les jeunes hommes organisaient régulièrement des courses de vitesse et d'endurance pour tester leurs capacités. Ces compétitions servaient à établir des hiérarchies sociales informelles et à identifier les individus les plus prometteurs pour les futures expéditions militaires. Le travail agricole quotidien façonnait le corps d'une manière que les salles de sport modernes ne peuvent reproduire. Faucher du blé pendant des heures avec une faux lourde développait la force rotative du tronc et la puissance des obliques. Abattre des arbres avec des haches primitives en fer créait une force de frappe dévastatrice. Transporter l'eau depuis les puits, soigner le bétail, réparer les clôtures en bois, chaque tâche contribuait à construire un corps fonctionnel et puissant. Les archéologues qui ont examiné des squelettes vikings ont noté le développement musculaire exceptionnel des os, particulièrement au niveau des bras et des épaules, témoignant d'une vie de travail physique intense. Au-delà de la force brute, les Vikings maîtrisaient un système de combat sophistiqué appelé glima. Cette forme de lutte représentait bien plus qu'un simple sport. La glima constituait la base de tout entraînement au combat rapproché et se pratiquait quotidiennement, quelles que soient les conditions météorologiques. Se battre pendant une tempête de neige, dans la boue glacée ou sous une pluie battante, n'était pas considéré comme une excuse pour annuler l'entraînement. Au contraire, ces conditions difficiles préparaient les guerriers à affronter des adversaires dans n'importe quelle circonstance. La glima se divisait en deux variantes principales. La glima sportive, pratiquée encore aujourd'hui en Islande, ressemblait à un jeu où les participants devaient projeter leur adversaire au sol sans utiliser une force excessive. Mais la forme originale, appelée combat glima, était brutale et mortelle. Dans cette version guerrière, tous les coups étaient permis. Les combattants utilisaient des prises d'étranglement, des frappes, des projections violentes et des techniques de soumission qui pouvaient briser des os ou tuer instantanément. Cette forme de combat préparait les Vikings à survivre lorsqu'ils perdaient leurs armes sur le champ de bataille. L'entraînement à la glima commençait tôt. Dès l'âge de 6 ou 7 ans, les garçons luttaient entre eux sous la supervision des adultes. Ces combats d'enfants n'étaient pas de simples jeux. Ils apprenaient les techniques de base, comment déséquilibrer un adversaire plus lourd, comment échapper à une prise, comment utiliser le poids de l'ennemi contre lui. Les adultes intervenaient rarement, laissant les enfants résoudre leurs conflits par le combat physique. Cette approche développait non seulement des compétences martiales, mais aussi un sens aigu de l'autopréservation et une capacité à évaluer rapidement les menaces. Les techniques de glima incluaient des projections spectaculaires qui envoyaient l'adversaire voler dans les airs avant de s'écraser violemment au sol. Les Vikings maîtrisaient également les balayages de jambes, capables de faire tomber un ennemi armé avant de l'achever. Les prises d'étranglement permettaient de neutraliser un adversaire silencieusement, une compétence précieuse lors des raids nocturnes. Les guerriers apprenaient à combattre contre plusieurs adversaires simultanément, développant une conscience spatiale qui leur permettait de suivre les mouvements de plusieurs ennemis à la fois. La glima enseignait également la résilience mentale. Être projeté violemment au sol, étranglé jusqu'à la limite de la conscience ou soumis par un adversaire supérieur faisait partie intégrante de l'apprentissage. Les jeunes guerriers apprenaient à surmonter la douleur, à continuer de se battre même épuisés et à ne jamais abandonner. Cette formation psychologique s'avérait aussi importante que les techniques physiques. Un Viking qui paniquait au premier coup reçu ne survivait pas longtemps. Les sessions d'entraînement duraient souvent plusieurs heures. Les combattants s'affrontaient par rotation, chacun luttant contre plusieurs adversaires différents pour développer l'adaptabilité. Un homme plus grand nécessitait des techniques différentes d'un adversaire petit mais rapide. La glima enseignait cette flexibilité tactique. Les guerriers expérimentés pouvaient évaluer instantanément les forces et faiblesses d'un ennemi et ajuster leur approche en conséquence. Un garçon viking recevait sa première arme en bois vers l'âge de 7 ans. Cette épée ou hache rudimentaire, sculptée par le père ou un oncle, devenait le compagnon constant de l'enfant. Il s'entraînait quotidiennement contre des cibles en bois, frappant des troncs d'arbres, jusqu'à ce que ses mains saignent et que ses bras tremblent d'épuisement. Cette phase initiale développait la mémoire musculaire nécessaire pour manipuler efficacement les armes réelles qui viendraient plus tard. Vers 12 ou 13 ans, le jeune homme recevait sa première véritable hache de combat. Ce moment marquait une transition importante. La hache représentait l'arme la plus commune chez les Vikings, car elle nécessitait moins de fer qu'une épée et servait également d'outil quotidien.
Une hache de bataille viking pouvait mesurer jusqu'à 1,50 m de long, avec une tête de fer tranchante comme un rasoir. Apprendre à manier cette arme exigeait des années de pratique intensive. Les techniques de combat à la hache étaient variées et mortelles. Un guerrier devait maîtriser les frappes verticales qui pouvaient fendre un crâne ou briser un bouclier, les coupes horizontales capables de trancher à travers une cotte de mailles et les coups d'estoc utilisant le poids de la hache pour percer les armures. Les Vikings pratiquaient contre des mannequins en bois et en paille, mais également lors de combats d'entraînement réels avec des armes légèrement émoussées. Ces sessions provoquaient régulièrement des blessures graves, mais on considérait cela comme un prix nécessaire pour la maîtrise. La fameuse hache danoise, ou Daneaxe, représentait l'arme la plus redoutée de l'arsenal viking. Cette immense hache à 2 mains pouvait mesurer plus de 2 mètres de long, avec une lame en croissant de 45 cm. Seuls les guerriers les plus expérimentés et les plus forts maniaient cette arme dévastatrice. Une frappe bien placée avec une Daneaxe pouvait littéralement décapiter un cheval au galop ou couper un homme en 2 malgré son armure. Manier cette arme exigeait une force prodigieuse dans les épaules, le dos et les bras, ainsi qu'un timing parfait. Une frappe manquée laissait le guerrier vulnérable pendant les quelques secondes nécessaires pour relever l'arme. L'épée occupait une place particulière dans la culture viking. Contrairement à la hache, l'épée servait exclusivement au combat et représentait un investissement considérable. Forger une épée prenait jusqu'à 1 mois de travail pour un forgeron qualifié. Les meilleures lames provenaient de la région rhénane et coûtaient l'équivalent de 16 vaches laitières, une fortune pour la plupart des Vikings. Posséder une épée signifiait avoir accompli plusieurs raids réussis et accumulé suffisamment de richesses. Ces armes se transmettaient de père en fils sur plusieurs générations, devenant des reliques familiales chargées d'histoire. Les épées vikings mesuraient généralement entre 90 et 95 cm de longueur, avec une lame à double tranchant. Elles pesaient environ 1 kg, suffisamment légères pour être maniées d'une seule main tout en gardant l'autre main libre pour le bouclier. La technique de l'épée viking privilégiait les frappes tranchantes plutôt que les coups d'estoc. Un guerrier frappait en mouvement large et puissant, cherchant à trancher les membres ou le cou de l'adversaire. La gorge du sang, une rainure creusée le long de la lame, réduisait le poids tout en maintenant la solidité structurelle. Le bouclier rond en bois représentait l'élément défensif principal de tout guerrier viking. Ces boucliers mesuraient environ 1 mètre de diamètre et se fabriquaient à partir de planches de bois assemblées, souvent du tilleul ou du sapin. Un boss en fer au centre protégeait la main qui tenait la poignée interne. Beaucoup de Vikings recouvraient leurs boucliers de cuir pour éviter l'éclatement du bois sous les coups et les peignaient de couleurs vives avec des motifs personnels ou claniques. Manier le bouclier exigeait autant de compétences que l'arme offensive. Un guerrier devait apprendre à bloquer les coups tout en maintenant sa mobilité, à utiliser le bouclier pour pousser et déséquilibrer l'adversaire et à coordonner parfaitement la défense avec l'attaque. Les Vikings pratiquaient une technique appelée le mur de bouclier, où les guerriers se tenaient épaule contre épaule, leurs boucliers se chevauchant pour créer une barrière défensive mobile. Cette formation exigeait une discipline extraordinaire et des heures d'entraînement coordonnées. La lance constituait probablement l'arme la plus commune sur les champs de bataille vikings. Elle nécessitait moins de fer qu'une épée ou une hache, ce qui la rendait accessible même aux plus pauvres. Les lances vikings mesuraient entre 2 et 3 mètres de long, avec des têtes en fer variant de 20 à 60 cm. Certaines têtes présentaient des formes ailées ou barbelées, conçues pour accrocher les boucliers ennemis ou empêcher le retrait après avoir empalé un adversaire. Les guerriers s'entraînaient à utiliser la lance de 2 façons, en projection pour frapper à distance et en combat rapproché pour transpercer les ennemis. Lancer une lance avec précision sur une cible en mouvement à 20 ou 30 mètres demandait des années de pratique. Les Vikings organisaient régulièrement des compétitions de lancer pour affûter ses compétences. En combat rapproché, la portée de la lance offrait un avantage crucial, permettant de tenir les ennemis à distance tout en délivrant des coups mortels. L'arc et les flèches complétaient l'arsenal viking. Bien que moins glorifiés que les armes de mêlée, les archers jouaient un rôle crucial dans les batailles. Les arcs vikings étaient généralement des arcs longs, fabriqués en if ou en frêne, capables de tirer des flèches sur plus de 100 mètres. Les archers compétents pouvaient décocher 12 flèches par minute, créant une pluie mortelle qui décimait les rangs ennemis avant le choc des mêlées. Les têtes de flèches variaient selon leur usage. Les pointes larges servaient pour la chasse, tandis que les pointes fines et perforantes, appelées bodkin,
pouvaient pénétrer les cottes de mailles et même certaines armures. Les Vikings enduisaient parfois leurs flèches de poison ou de matière fécale pour provoquer des infections mortelles chez les blessés. L'entraînement au tir à l'arc commençait dès l'enfance, les jeunes garçons chassant les petits animaux pour contribuer aux réserves de nourriture familiale. Le climat scandinave représentait peut-être le meilleur maître d'entraînement des Vikings. Les hivers duraient 6 mois, avec des températures descendant régulièrement en dessous de -20 degrés Celsius. La neige pouvait atteindre plusieurs mètres de hauteur. Les tempêtes de vent glacial rendaient toute activité extérieure dangereuse. Pourtant, la vie continuait. Les Vikings n'avaient pas le luxe d'hiberner pendant l'hiver. L'exposition au froid commençait dès l'enfance. Les bébés Vikings dormaient dans des berceaux à peine isolés, les entraînant dès leur plus jeune âge à tolérer des températures que nous considérerions aujourd'hui comme dangereuses. En grandissant, les enfants jouaient dehors par tous les temps, développant une résistance naturelle au froid. Cette adaptation précoce modifiait réellement leur physiologie, augmentant leur capacité à maintenir leur température corporelle dans des conditions extrêmes. Les guerriers vikings s'entraînaient souvent torse nu dans la neige. Cette pratique servait plusieurs objectifs. Premièrement, elle démontrait le courage et la force d'un homme devant ses pairs. Deuxièmement, elle préparait le corps aux conditions réelles du combat, où l'armure pouvait être perdue ou la transpiration gelée sur la peau. Troisièmement, elle développait une tolérance mentale à l'inconfort physique extrême. Les bains glacés dans les rivières et les fjords faisaient partie intégrante de la routine viking. Contrairement à l'idée moderne des Vikings comme des barbares sales, les Scandinaves se baignaient au moins une fois par semaine, même en plein hiver. Briser la glace d'un lac gelé et plonger dans l'eau à 0 degré demandait un courage considérable. Cette pratique renforçait le système immunitaire et développait une résilience mentale extraordinaire. Si un homme pouvait endurer un bain glacé volontaire, affronter un ennemi armé semblait presque facile en comparaison. Les expéditions de chasse hivernale servaient également d'entraînement extrême. Traquer un élan ou un ours à travers des forêts enneigées pendant des jours, dormir dans la neige avec des couvertures minimales, et survivre des tempêtes soudaines, ces expériences transformaient les jeunes hommes en guerriers capables d'endurer n'importe quelle épreuve. Les Vikings, qui survivaient à plusieurs hivers scandinaves, développaient une dureté mentale que peu d'autres peuples possédaient. Cette résistance au froid donnait aux Vikings un avantage tactique énorme lors de leurs raids. Attaquer pendant l'hiver, quand la plupart des armées européennes se repliaient dans leurs quartiers chauds, permettait aux Vikings de surprendre leurs ennemis. Naviguer sur des mers glaciales, débarquer sur des plages gelées et combattre dans des tempêtes de neige ne posait aucun problème aux guerriers nordiques endurcis dès l'enfance. Les Vikings comprenaient que la force physique seule ne suffisait pas. Un guerrier devait également posséder un esprit acéré, capable d'analyser rapidement les situations tactiques et de prendre des décisions sous pression. Pour développer ses capacités mentales, les Scandinaves pratiquaient plusieurs jeux de stratégie qui simulaient les défis du combat réel. Le Hnefatafl, souvent décrit comme l'ancêtre viking des échecs, représentait le jeu stratégique le plus populaire. Ce jeu se jouait sur un plateau quadrillé avec des pièces asymétriques. Un roi et ses défenseurs occupèrent le centre du plateau, entouré par un nombre supérieur d'attaquants. Le but du roi était de s'échapper vers un coin du plateau, tandis que les attaquants devaient le capturer. Ce déséquilibre de force reflétait directement les situations tactiques que les Vikings rencontraient lors des raids et des sièges. Jouer au Hnefatafl enseignait plusieurs compétences cruciales. Les joueurs apprenaient à évaluer les positions relatives des pièces, à anticiper les mouvements futurs, à sacrifier des pièces mineures pour des gains stratégiques, et à maintenir une vision globale de la situation tout en gérant les détails tactiques immédiats. Les Vikings jouaient à ce jeu pendant des heures, parfois des jours entiers, lors des longs hivers. Les meilleurs joueurs gagnaient le respect et étaient souvent choisis comme conseillers tactiques lors des campagnes militaires. Les compétitions de Hnefatafl attiraient des foules importantes lors des grands rassemblements. Les jarls et les chefs utilisaient ces tournois pour identifier les hommes dotés d'esprits stratégiques supérieurs. Un guerrier pouvait être physiquement impressionnant, mais s'il perdait constamment au Hnefatafl, ses pairs le considéraient comme un simple muscle sans cerveau. À l'inverse, un homme de constitution moyenne mais brillant tacticien au Hnefatafl gagnait souvent des positions de commandement. Le Knattleikur représentait un autre jeu crucial, combinant la condition physique et la stratégie. Ce jeu de balle brutal ressemblait à un mélange de hockey sur glace et de rugby. Deux équipes s'affrontaient pour pousser une balle vers le but adverse,
utilisant des bâtons en bois. Contrairement au sport moderne, le Knattleiker autorisait un contact physique extrêmement violent. Les joueurs pouvaient se percuter, se frapper avec leurs bâtons et se projeter au sol. Ce jeu enseignait la coordination en équipe sous stress physique intense. Les joueurs devaient communiquer et exécuter des tactiques coordonnées tout en étant frappés et poussés par les adversaires. Cette capacité à maintenir la cohésion d'équipe dans le chaos préparait directement les Vikings pour les batailles réelles où le bruit, la confusion et le danger rendaient la communication difficile. Les meilleurs joueurs de Knattleiker devenaient naturellement des leaders sur le champ de bataille. Les courses de chevaux vikings constituaient autant des tests de stratégie que de vitesse. Les cavaliers devaient naviguer des parcours complexes à travers des terrains difficiles, tout en empêchant activement leurs adversaires d'avancer. Ces courses ressemblaient plus à des combats montés qu'à des événements sportifs modernes. Les participants pouvaient utiliser des fouets non seulement sur leurs chevaux, mais aussi sur les autres cavaliers. Cette forme brutale de compétition développait l'agressivité calculée nécessaire dans le combat réel. Un guerrier viking qui ne savait pas naviguer était aussi inutile qu'un guerrier sans armes. La mer constituait l'autoroute des Vikings, leur permettant de frapper rapidement des cibles éloignées et de disparaître avant que des forces de représailles ne puissent se rassembler. Maîtriser l'art de la navigation exigeait des années d'apprentissage intensif et une compréhension intime des caprices de la mer du Nord. L'apprentissage commençait jeune. Dès l'âge de 8 ou 9 ans, les garçons accompagnaient leur père en mer lors de courts voyages de pêche. Ces premières expéditions leur apprenaient les bases. Comment maintenir l'équilibre dans un bateau qui roule, comment ramer en synchronisation avec les autres, comment lire les changements météorologiques. Le mal de mer était endémique chez les débutants, mais les Vikings ne montraient aucune pitié. Un garçon devait surmonter ses nausées et continuer à travailler ou être laissé à terre lors des prochains voyages. Vers 12 ou 13 ans, un jeune homme rejoignait son premier équipage de longship. Ces navires élégants représentaient le summum de la technologie maritime viking. Construits en bois de chêne avec une quille profonde et des flancs gracieusement incurvés, les longships pouvaient naviguer aussi bien en haute mer que dans des rivières peu profondes. Un navire typique mesurait 25 mètres de long et transportait un équipage de 40 à 60 hommes. Chaque homme devait maîtriser plusieurs rôles sur le navire. Ramer un longship pendant des heures, parfois des jours entiers lorsque le vent manquait, demandait une endurance physique prodigieuse. Les rameurs s'asseyaient sur des bancs en bois sans rembourrage, agrippant des rames lourdes en bois. Le mouvement de traction répétitif déchirait les mains des débutants, créant des ampoules sanglantes qui s'infectaient fréquemment. Mais après quelques mois, ces mains développèrent des callosités épaisses comme du cuir. Les Vikings considéraient ces mains marquées comme des badges d'honneur, prouvant qu'un homme avait payé son dû en mer. La navigation viking ne reposait pas sur des instruments sophistiqués. Les Scandinaves n'avaient pas de boussole ni de sextant. Ils naviguaient en observant la position du soleil pendant le jour, des étoiles la nuit, et des repères naturels comme la couleur de l'eau, les motifs des vagues et le comportement des oiseaux marins. Un navigateur expérimenté pouvait sentir les changements de température de l'eau et savoir s'il approchait de la terre. Il pouvait lire les nuages à l'horizon et prédire les tempêtes plusieurs heures à l'avance. Certaines sagas mentionnent l'utilisation de la pierre de soleil, probablement un cristal de calcite qui pouvait localiser le soleil même à travers les nuages épais. En exploitant les propriétés de polarisation de la lumière, un navigateur pouvait orienter son navire même par temps couvert. Cette technique, longtemps considérée comme légendaire, a été confirmée par des expériences scientifiques modernes démontrant sa viabilité. Survivre aux tempêtes en mer du Nord séparait les marins ordinaires des vrais vikings. Ces tempêtes se levaient soudainement, transformant une mer calme en enfer liquide en quelques minutes. Des vagues de 15 mètres engloutissaient les navires, des vents à 150 km à l'heure arrachaient les voiles et des pluies glaciales noyaient les équipages impuissants. Dans ces conditions, la panique signifiait la mort. Les Vikings s'entraînaient à maintenir leur calme et leur coordination même dans le chaos total. Chaque homme connaissait exactement sa fonction lors d'une tempête. Certains devaient réduire la voile pour éviter qu'elle ne soit déchirée. D'autres vidaient l'eau qui s'accumulait dans la coque. Les rameurs maintenaient le navire face aux vagues pour éviter d'être renversés. Et tous savaient qu'un seul homme qui paniquait pouvait condamner tout l'équipage. Les nuits en mer testaient l'endurance mentale autant que physique. Les Vikings dormaient rarement dans des conditions confortables lors des longues traversées. Ils s'enroulaient dans des peaux de mouton humides sur le pont ouvert, exposés au vent et aux embruns salés.
Les quarts de veille se succédaient toutes les 4 heures, garantissant que personne ne dormait vraiment bien. Cette privation de sommeil chronique combinée au travail physique constant créait un état de fatigue extrême. Pourtant, les Vikings devaient rester alertes, car les dangers guettaient constamment. Le Holmgang représentait bien plus qu'un simple duel. C'était une institution sacrée qui permettait de résoudre les disputes par le combat rituel. Le mot signifie littéralement « aller sur l'île » en vieux norrois. Traditionnellement, ces duels se déroulaient sur une petite île isolée, créant un espace sacré où seuls les combattants, leurs témoins et les dieux pouvaient observer. Les règles du Holmgang étaient strictement définies par la tradition. Chaque combattant apportait 3 boucliers, car on s'attendait à ce qu'ils soient brisés pendant le duel. Un cercle était tracé sur le sol, généralement avec des branches de noisetier consacrées. Sortir de ce cercle signifiait la défaite. Le premier homme à faire couler le sang de son adversaire gagnait le duel, bien que beaucoup de Holmgang se terminaient par la mort d'un des participants. Se préparer à un Holmgang exigeait une intensité mentale extraordinaire. Un homme savait qu'il risquait sa vie, sa réputation et potentiellement le bien-être de sa famille. Les jours précédant le duel, le guerrier s'isolait souvent pour méditer et communiquer avec les dieux. Il nettoyait et affûtait ses armes avec un soin religieux, conscient que la moindre imperfection pouvait le tuer. Il jeûnait parfois pour affûter son esprit et démontrer son engagement total. Le jour du Holmgang, les 2 combattants se rencontraient devant des témoins qui s'assuraient du respect des règles. Des prières étaient de prononcer, demandant aux dieux de guider le résultat. Puis le combat commençait. Ces duels n'avaient rien de chorégraphié ou d'élégant. C'étaient des affrontements brutaux où 2 hommes essayaient de se tuer ou de se mutiler gravement. Le bruit des armes qui s'entrechoquaient, les boucliers qui se fracassaient et les cris d'effort créaient une cacophonie terrifiante. Un Holmgang pouvait durer de quelques secondes à plusieurs heures, selon les compétences des participants. Certains duels se terminaient par une frappe unique et mortelle. D'autres devenaient des guerres d'usure, où les combattants épuisés continuaient de se frapper faiblement jusqu'à ce que l'un d'eux ne puisse plus lever son arme. Le public observait en silence car interrompre un Holmgang en cours constituait un crime grave. Survivre à un Holmgang conférait un immense prestige. Un homme qui avait gagné plusieurs duels était traité avec respect et crainte. Les jeunes guerriers cherchaient à apprendre de lui. Les Jarls le recrutaient pour leur hird, leur garde personnelle d'élite. Mais gagner un Holmgang exigeait plus que des compétences martiales. Cela nécessitait une présence mentale extraordinaire, la capacité de lire les mouvements de l'adversaire et d'exploiter le moindre moment de faiblesse. Certains guerriers se spécialisaient dans le Holmgang, devenant essentiellement des champions professionnels qui combattaient au nom d'autres personnes. Ces hommes vivaient dangereusement, accumulant des richesses considérables, mais sachant que chaque duel pouvait être leur dernier. Les sagas mentionnent plusieurs de ces champions célèbres, hommes dont les noms inspiraient la terreur à travers toute la Scandinavie. Parmi tous les guerriers vikings, les berserkers occupaient une place à part. Ces hommes entraient dans une transe de combat si intense qu'ils semblaient transcender leurs limitations humaines ordinaires. Le mot berserker signifie littéralement chemise d'ours, faisant référence à la pratique de ces guerriers de porter des peaux d'ours au lieu d'armure conventionnelle. Devenir un berserker n'était pas une décision prise à la légère. Ce chemin exigeait des années d'entraînement mental et spirituel intensif. Les aspirants berserkers pratiquaient des techniques de méditation profonde, cherchant à entrer en contact avec l'esprit animal qui les habiterait pendant la bataille. Certains passaient des nuits entières seuls dans les forêts, jeûnant et s'exposant aux éléments, cherchant des visions qui les guideraient. L'état berserker lui-même restait mystérieux même pour ceux qui l'expérimentaient. Des témoignages historiques décrivent des hommes qui hurlaient comme des bêtes sauvages, mordaient leurs boucliers jusqu'à les endommager avec leurs dents et chargeaient les lignes ennemies avec une fureur apparemment suicidaire. Ces guerriers semblaient insensibles à la douleur, continuant de combattre malgré des blessures qui auraient incapacité des hommes ordinaires. Les théories modernes suggèrent plusieurs explications pour ce comportement. Certains historiens pensent que les berserkers consommaient des substances hallucinogènes avant la bataille, peut-être des champignons ou des plantes psychoactives. D'autres proposent qu'ils induisaient un état d'hyperventilation qui produisait un afflux d'adrénaline massif. Une troisième théorie suggère une forme d'auto-hypnose ou de transe psychologique. Quelle que soit la méthode, les résultats étaient terrifiants. Les berserkers formèrent souvent l'avant-garde des forces vikings, chargeant les lignes ennemies dans un état de rage contrôlée.
Leur présence seule démoralisait les adversaires. Des soldats bien entraînés paniquaient face à ces hommes hurlants qui semblaient immunisés contre la peur et la douleur. Cette terreur psychologique valait parfois autant que les prouesses physiques réelles des berserkers. Mais l'état berserker comportait des dangers. Après la bataille, ces guerriers éprouvaient souvent une fatigue extrême, parfois suivie de périodes de dépression ou de confusion mentale. Certains berserkers devenaient violents et imprévisibles même hors du champ de bataille, incapables de contrôler complètement la rage qu'ils avaient appris à invoquer. La société viking traitait ces hommes avec un mélange de respect et de méfiance prudente. L'entraînement d'un berserker incluait des techniques pour canaliser et contrôler la rage, plutôt que d'être simplement consumé par elle. Les maîtres berserkers enseignaient à leurs élèves comment entrer et sortir de l'état de transe volontairement. Cette compétence séparait les vrais berserkers, qui restaient des guerriers disciplinés malgré leur fureur, des hommes simplement fous ou incontrôlables. L'équipement d'un viking révélait immédiatement son rang social. Un fermier pauvre partait au combat avec une simple lance, un bouclier et peut-être une hache d'usage quotidien. Un jarl, lui, arborait une panoplie complète d'armes et une armure qui affichait son pouvoir. Le bouclier rond restait l'arme défensive universelle. D'1 mètre de diamètre et pesant entre 5 et 7 kilos, il se fabriquait en tilleul pour sa légèreté et sa résistance. Au centre, un boss en fer bombé protégeait la main et servait d'arme contondante lors des corps à corps. Les Vikings recouvraient leurs boucliers de cuir et les peignaient de couleurs éclatantes, rouge, jaune, bleu, noir, créant des motifs qui identifiaient les clans et terrorisaient les ennemis. Ces boucliers duraient rarement plus d'1 ou 2 batailles, détruits par la violence des combats vikings. La cotte de mailles représentait un luxe inaccessible pour la plupart. En 1066, fabriquer une birnie coûtait plus cher que construire un château. Chaque maille devait être forgée individuellement, puis tissée avec 15 à 20 000 autres. Le résultat pesait 15 kilos, mais offrait une protection exceptionnelle contre les coups tranchants. Seules les armes les plus lourdes pouvaient briser les os à travers la maille. Le poids constant épuisait même les guerriers les plus endurants, et un rembourrage supplémentaire était souvent ajouté pour amortir les impacts. Contrairement aux images populaires, les Vikings ne portaient jamais de casques à cornes. Les vrais casques étaient des designs fonctionnels en fer, avec une forme de dôme et une protection nasale. Le casque de Geirmundbu, le plus célèbre découvert en Norvège, montrait une construction sophistiquée avec 4 bandes croisées et une protection faciale intégrale. Beaucoup de guerriers portaient probablement des casques en cuir bouilli et durci, moins chers et plus confortables, même s'ils offraient une protection moindre. Les vêtements consistaient en plusieurs couches de laine, un textile qui conserve ses propriétés isolantes même mouillées, crucial dans le climat scandinave. Les bottes en cuir montaient jusqu'aux mollets, suffisamment robustes pour les terrains rocheux mais flexibles pour le combat. Vers 16 ou 17 ans, un jeune homme prêtait son serment de guerrier lors d'une cérémonie qui le transformait définitivement en homme. Ce rituel se déroulait dans la salle du Jarl, devant l'anneau du serment en argent ou en or, un objet sacré touché par des générations de guerriers. Le jeune homme plaçait sa main sur l'anneau et jurait par Odin, Thor et Freyr de servir fidèlement son seigneur, de le suivre dans toutes les batailles et de défendre son honneur jusqu'à la mort. En retour, le Jarl promettait protection, récompense et vengeance si nécessaire. Briser ce serment ne constituait pas une simple faute sociale, mais un crime spirituel. Le parjure devenait un niding, un homme sans honneur qui perdait tous ses droits légaux. Il pouvait être tué impunément, ses biens confisqués, sa famille déshonorée. Pire encore, il était banni du Valhalla, condamné à errer éternellement dans le royaume sombre de Hel. L'honneur personnel imprégnait chaque aspect de la vie viking. Un homme se mesurait à sa réputation, à ce que les autres disaient de lui. Les sagas immortalisaient les héros, leur offrant une forme d'éternité culturelle qui motivait les guerriers à accomplir des exploits extraordinaires. Mourir courageusement valait infiniment mieux que survivre dans la honte. La loyauté familiale représentait la valeur la plus fondamentale. Un viking devait défendre l'honneur de son clan, venger toute offense et protéger ses proches, même au péril de sa vie. Les vendettas pouvaient durer des générations, chaque meurtre engendrant une nouvelle vengeance dans un cycle perpétuel de violence. Le courage viking allait au-delà de la bravoure physique. Il incluait le courage de dire la vérité face aux conséquences, de défendre ses convictions et d'accepter son destin sans se plaindre. La force physique était valorisée,
mais jamais au détriment de l'intelligence. Les Vikings admiraient les hommes qui combinaient puissance et esprit acéré, comme Egil Skallagrimson, guerrier redoutable et poète brillant. Étonnamment, la générosité constituait un pilier du code guerrier. Un chef devait partager généreusement son butin. Un homme avare était méprisé, considéré indigne de respect. Cette redistribution des richesses maintenait la cohésion sociale malgré les inégalités économiques. La croyance en Valhalla motivait les guerriers d'une manière que les non-croyants peinent à comprendre. Ce n'était pas une foi abstraite, mais une réalité concrète, un hall magnifique où les guerriers morts bravement festoyaient éternellement avec les dieux. Cette promesse transformait la peur naturelle de la mort en désir de mourir glorieusement. Odin envoyait ses Valkyries choisir les plus braves sur le champ de bataille. Ces élus, les Einherjar, passaient leurs jours à s'entraîner au combat et leurs nuits à festoyer. Chaque matin, ils combattaient jusqu'à la mort. Chaque soir, ils ressuscitaient, leurs blessures guéries, pour boire de l'hydromel dans des cornes intarissables. Cette vision influençait profondément le comportement au combat. Un Viking, sentant la mort approcher, redoublait de férocité, cherchant à tuer autant d'ennemis que possible. Mourir au combat garantissait l'entrée à Valhalla, mais mourir de vieillesse condamnait l'âme à Hel, un royaume froid et terne. Cette croyance créait un mépris profond pour la mort naturelle. Certains vieux guerriers cherchaient délibérément la mort au combat plutôt que de mourir dans leur lit. La préparation spirituelle à la mort faisait partie intégrante de l'entraînement. Les Vikings méditaient sur leur mortalité pour éliminer la peur. Un guerrier ayant accepté sa mort combattait avec plus de liberté et d'efficacité, donnant aux Vikings un avantage psychologique énorme sur des ennemis terrorisés. Le parcours vers la maîtrise s'étendait sur des décennies. Un homme participait à son premier raid vers 15 ans, mais ne gagnait le respect total qu'après avoir survécu à de nombreuses batailles. Les premiers raids étaient terrifiants. Malgré l'entraînement, rien ne préparait vraiment au chaos, au bruit, à l'odeur du sang. Beaucoup vomissaient ou urinaient sur eux lors de leur première bataille. Avec chaque combat survécu, un guerrier gagnait en confiance et développait une intuition presque surnaturelle pour le danger. Les vétérans développèrent des techniques personnelles adaptées à leurs forces. Un homme grand se spécialisait dans la hache danoise. Un guerrier rapide préférait l'épée et le bouclier. Les cicatrices racontaient l'histoire d'un guerrier. Chaque balafre témoignait d'une bataille survécue. Les Vikings exhibaient fièrement ces marques comme des badges d'honneur. Vers 30 ou 40 ans, un guerrier exceptionnel pouvait devenir Hersir ou chef de guerre, menant ses propres raids. Les plus grands devenaient Jarl ou roi, commandant des flottes entières. Des noms comme Ragnar Lodbrok ou Bjorn Sandtod de Fer devenaient légendaires. Le système viking produisait bien plus que des machines à tuer. Ces hommes étaient des agriculteurs capables, des artisans compétents, des navigateurs exceptionnels, des poètes et des conteurs. La culture valorisait l'homme complet excellent dans multiples domaines. Les skalds composaient des vers complexes racontant les exploits des héros. Les Vikings étaient aussi des marchands, établissant des routes commerciales jusqu'à Constantinople et Bagdad. Devenir un guerrier viking exigeait un prix terrible. La plupart des jeunes qui partaient en raid ne revenaient jamais. Les blessures graves étaient courantes. Le traumatisme psychologique affectait beaucoup de survivants. Pourtant, des milliers choisissaient cette voie. La promesse de gloire et d'un nom survivant aux générations attirait les aventuriers. Pour eux, une courte vie d'aventure valait mieux qu'une longue vie de médiocrité. Ce système créait des combattants d'une efficacité redoutable qui terrorisèrent l'Europe pendant 3 siècles. Leur approche holistique, combinant force physique, compétences martiales, endurance mentale et valeurs culturelles profondes, produisait des hommes capables d'exploits extraordinaires. Ces guerriers ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire mondiale, leurs gènes se répandant à travers l'Europe, leurs tactiques influençant le développement militaire et leurs légendes captivant l'imagination jusqu'à aujourd'hui. Le chemin viking commençait dans l'enfance glacée des fjords et se terminait idéalement sur un champ de bataille lointain, l'épée à la main et un cri de défi aux lèvres.